Bonjour Emmanuel Laurentin, bonjour à tous, bienvenue dans les nouveaux chemins. Hey, you know what? Les nouveaux chemins de la connaissance, une émission réalisée cette semaine par Christine Robert, avec Clément Daté à la technique, une émission préparée par 5 blondes glaciales, Geneviève Méric, Adèle Van Rett, Avril Ventura, Mathilde Unger, Émilie Bousseau. Tous les jours et chaque semaine, du lundi au vendredi, de 10h à 11h, les nouveaux chemins de la connaissance exhument et fouillent des questions insolubles en compagnie d'experts amoureux de leur sujet. Après le libéralisme dont nous vous parlions la semaine dernière et avant la Lune où nous irons voyager la semaine prochaine, c'est de l'angoisse que nous allons vous parler cette semaine, l'angoisse d'Alfred Hitchcock à Martin Heidegger en passant par Kierkegaard et Maupassant. L'angoisse est à la peur, ce que la mort est à tout le reste, son secret, sa cause arbitraire, son destin également, et la source de ses variations. L'angoisse n'a pas d'objet puisqu'elle n'enseigne que le néant, l'angoisse est insoluble sinon peut-être par miracle, ou bien encore en adaptant des malheurs imaginaires. Et c'est en compagnie de Carole Desbarras, directrice des études à la FEMIS, et André Labarthe, réalisateur, scénariste et critique de cinéma, que nous allons parler aujourd'hui de l'angoisse au cinéma, c'est-à-dire chez Hitchcock. You know, Vous savez, there's always been this dispute between c'est toujours eu ce suspense conflit and surprise. entre le suspense et la surprise. There might be a bomb under this table, Il peut y avoir une bombe sous cette table. and we are having a very innocuous conversation. Et nous avons une conversation très anodine. But suddenly, boom, this thing goes up. Mais tout d'un coup, The audience boum, are shocked. explosion, l'audience est choquée. It has been very, very dull. The scene has been very dull. La scène est manque totalement d'intérêt. The shock will last 15 seconds. Le choc durera And 15 it will secondes. ease off Et a ensuite, ça minute, s'atténuera. 2 minutes, and Une that's minute, that. 2 minutes, et puis c'est fini. Now we go to the other version. Maintenant, nous allons à l'autre version. The bomb is under the table, La bombe and est the sur la audience are shown that it is Et there l'audience sait que la bombe est là, at the beginning. au début. Que ça va détonner à 1h. There's the clock, Il y a la montre. and it's 1:45. Il est 1h moins le quart. The conversation, which was so dull, La conversation Now qui becomes était tellement exciting. anodine, maintenant devient très intéressante. because the audience are saying, Parce que l'audience se dit, don't talk such frivolous things. ne vous racontez pas des choses tellement banales. There's a bomb under Il y a the une table. bombe en dessous de la table. And look, it's going off at Et 1 regardez, o'clock. ça va partir à 1h. This we play. Instead of nous 15 jouons, seconds of surprise, au lieu we de can have 15 secondes de 15 surprise, minutes of Nous avons suspense. 15 minutes du suspense. Bonjour Carole Desbarras, bonjour André Labarthe. Bonjour. Bonjour, bienvenue sur France Culture, où vous êtes chez vous l'un et l'autre naturellement, et bienvenue au nouveau chemin de la connaissance. Il y a peut-être une bombe à l'heure où nous parlons sous la table du studio 168 de la Maison de Radio France, mais nous trois qui sommes dans le studio n'en savons rien. En revanche, les spectateurs, Clément Daté à la technique, Christine Robert à la réalisation, qui sont à la régie, donc peut-être eux voient cette bombe. Ils seraient alors dans la position du spectateur hitchcockien, celui à qui finalement rien n'est dissimulé et qui assiste à l'avènement inéluctable du pire, Carole Desbarras. On peut dire ça ? Tout à fait. On peut même dire que c'est l'objet de la maîtrise d'Hitchcock qui effectivement se fait une jubilation. On l'a entendu dans l'extrait que vous avez choisi, on entend dans la voix cette espèce de grain de bonheur, de jouissance face au spectateur qu'il va diriger, on y reviendra. C'est sûr que l'analyse est extrêmement claire. Cet homme sait parler de cinéma, non seulement il fait des œuvres d'art, mais en plus il sait parler de cinéma et expliquer quels en sont les ressorts. Oui, on n'a pas peur de la même manière, on n'est pas angoissé de la même manière, selon que l'on sait ou que l'on ne sait pas.
effectivement. Et tous les ressorts des films d'Hitchcock, en particulier à partir du moment où il est venu aux États-Unis, fonctionnent sur cette idée que le spectateur doit en savoir plus pour qu'il soit plus ému. Et le paradoxe donc, André Labarthe, selon lequel la connaissance du danger à venir ne dissipe pas l'épouvante, la crainte, à la limite presque remplace la crainte par l'angoisse. Mais moi, je trouve pas que Hitchcock soit le cinéaste de l'angoisse. C'est le cinéaste de la peur, c'est le cinéaste du suspense, c'est tout ce qu'on veut. Et je crois que l'angoisse, comment dire, Hitchcock il thématise tout. Il thématise, c'est-à-dire la peur, c'est son objet. Il va fabriquer de la peur. Vous voulez dire qu'il a une Mais l'angoisse, on certaine... ne peut pas la fabriquer. L'angoisse échappe à la maîtrise. C'est justement ça qui est intéressant, parce que les cinéastes de l'angoisse, c'est Bergman, c'est Antonioni parfois, c'est-à-dire ceux qui ont un rapport avec le temps, mais avec un temps qui leur échappe. Pas un temps domestiqué comme le temps du suspense. Mais est-ce que dans les films d'Hitchcock, il n'y a pas que le temps du suspense? Par exemple, dans Les Enchaînés, avec donc Cary Grant et Ingrid Bergman... Il y a un moment, il y a un endroit, il y a un moment, quand il est sur le banc, là, etc., il y a un moment où passe autre chose que du temps manipulé, quoi. Alors il faut repréciser un tout petit peu les choses, hein, les personnages et les protagonistes du film, André Labarthe. Ah, mais je ne saurais pas le faire, ça. Ah bah c'est bon. Attends, je laisse à Carole, parce qu'elle a le sens du récit. Carole Vesbara, en peu de mots, Les Enchaînés. Oui, c'est complexe. Disons qu'un homme, Cary Grant, la séduction incarnée, est face à une femme qui est en proie à un mari qui se trouve être un agent du pouvoir nazi sur le territoire américain, pour faire rapide. Ils sont amoureux. Et ils sont évidemment face à un danger immense qui est celui qu'encourt Ingrid Bergman par rapport à l'organisation nazie. Et c'est vrai qu'effectivement, cet amour vient rendre plus dense la peur que nous avons pour Ingrid Bergman. Et le jeu qui se joue dans la scène dont vous parliez, André Labarthe, sur le banc, c'est vrai, effectivement... Parce que Devlin, c'est-à-dire Cary Grant, voilà, attend Ingrid Bergman et elle n'arrive pas. Oui. Elle n'arrive pas parce que, croit-il, elle a la gueule de bois. En vérité, elle est lentement empoisonnée à l'arsenic par son mari, qui donc le nazi, qui découvre qu'elle est un espion américain et qu'il a épousé une espionne américaine. Ah bah, je vous coupe là, parce que le moment où elle n'arrive pas, justement, c'est pas là, pour moi, c'est pas là l'angoisse. L'angoisse, c'est justement quand elle est là. Ouais. Quand elle est là et qu'on voit son visage. Et qu'il croit qu'elle est ivre alors qu'en fait elle est empoisonnée. Voilà, il y a quelque chose d'indécis, quelque chose de non formulé. Moi je crois que l'angoisse c'est le non formulé. Or Hitchcock il est toujours dans la formulation. Du non formulé on va en trouver dans certains films par exemple de Chabrol, qui est un Hitchcockien. Mais justement à ce moment-là il est plus tellement Hitchcockien, je trouve. Il y a des films. Il y a des films de Chabrol, je ne sais pas d'où ça sort, ça il faudrait les revoir, ces films, où il y a quelque chose de l'angoisse là, je trouve. En somme, ce que vous dites, André Labarthe, c'est que il y a un objet chez Hitchcock, alors que l'angoisse, d'une certaine façon, se passe d'un objet. On va travailler toute la semaine sur ce qui distingue la crainte de l'angoisse. Ça peut pas être un objet, ça peut pas être un objet, l'angoisse. Ça peut pas, on peut pas dire, voilà, je vais traiter l'angoisse. Non, on ouvre des vannes, Hitchcock, lui, il verrouille tout. Il fait des structures, il les verrouille bien, et voilà. Et par miracle, parfois, il y a des moments, c'est pas assez verrouillé, et il y a de l'angoisse qui filtre. Mais est-ce que l'angoisse chez Hitchcock ne filtre pas également dans ces longues scènes où les violons sont apaisés d'ailleurs, hein. On va cette semaine notamment parler de Heidegger. Et Heidegger, dans Être et Temps, explique que l'angoisse s'accommode tout à fait de la plus grande sérénité. Il n'est aucun besoin d'être en panique pour être dans l'angoisse. Or, par exemple, je le dis de mémoire, dans Sueur froide, par exemple, il y a de longues scènes au milieu des séquoias, me semble-t-il, où on ne sait pas où ils vont, on ne sait pas où ils veulent en venir, et pourtant il y a une atmosphère, j'allais dire presque trouble, une inquiétude informulée, informulable, indicible. Est-ce qu'à ce compte-là, André Labarthe, Carole Vesbara, on est dans l'angoisse? Moi, il me semble que oui, et il me semble que je ne suis pas complètement de l'avis d'André Labarthe. Je crois que Hitchcock travaille l'angoisse, mais moins dans la maîtrise. C'est-à-dire, il maîtrise complètement ce qui va provoquer la peur chez le spectateur, et quelque chose de l'angoisse surgit dans ses films, à mon avis, plus souvent que vous ne le dites. Non, ça lui échappe.
Mais ça lui échappe, on est d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, c'est cette part artistique qui fait que l'œuvre déborde la mise en scène. André Labarthe. Oui, moi je voudrais préciser un truc, oui, ça échappe. Et ça vient, la naissance du cinéma, c'est 1895. Cette année-là, hein, en dehors des deux, trois choses qu'on connaît, la Roseur arrosée. Donc 4 ans avant la naissance d'Hitchcock. Il y avait des petits films, voilà, je vais vous dire où apparaît l'angoisse au cinéma. Et il y a des petits films qui duraient 47, 48 secondes. Hein, un seul plan. Et là, il y a un film, c'est une charge de cavalerie. Et on voit arriver de l'horizon les cavaliers qui arrivent et puis qui sortent du champ parce que la caméra était fixe. Et elles sortent du champ comme ça, 47 secondes. Et là, dans ce film, les cavaliers arrivent, ils s'approchent, ils sortent du champ. Et là, avant que la bobine décroche, que le film décroche, il y a une seconde ou une seconde et demie où le champ est vide. Et je trouve que là, dans ce champ vide, on a l'impression de voir, parce qu'il n'y a plus rien, dans l'espace est vide, c'est plat, on voit du temps. C'est la première fois qu'on sent du temps. Et là, c'est lié à l'angoisse. Vous connaissez là, la moi, je suis très angoissé lorsque je vois ce film. Vous connaissez la phrase de Sacha Guitry sur la musique de Mozart. Il dit quand la musique de Mozart s'arrête, le silence qui lui succède est encore de lui. Est-ce qu'on peut dire la même chose de la cavalerie qui a laissé la plaine déserte, hein? La cavalerie, en disparaissant du paysage, comme ça, elle a laissé du temps. Elle a laissé du temps, et ça, le spectateur, et du temps sauvage. Du temps à l'état pur. C'est pas du temps, parce que il faut pas oublier que les cinéastes et les spectateurs du cinéma ont un ennemi commun, c'est le temps. Ils veulent pas du temps. Et pour que le temps soit supportable, le cinéma a inventé un truc génial, et je crois qu'il est pour beaucoup, c'est le suspense. Qu'est-ce que c'est le suspense? C'est du temps domestiqué. Alors le suspense, c'est un TGV qui arrive à l'heure. Alors on va voir dans quelle mesure, malgré ce que vous dites André Labarthe, le suspense peut être éventuellement l'instrument de l'angoisse. En tout cas, on va voir ce que vaut cette thèse en écoutant notamment un extrait des Enchaînés dont on a déjà parlé. C'est un extrait étonnant, c'est un extrait qui est en deux parties. Christine Robert a veillé à ce que ce soit deux scènes qui s'enchaînent. C'est la fameuse scène de la visite de la cave à vin avec des bouteilles de pommard qui contiennent en vérité de l'uranium. Et ce qui est intéressant, c'est que cet extrait intervient à peu près à 1 heure du début du film, et on peut dire que c'est le premier temps de suspense véritable dans Les Enchaînés. Et on va voir dans quelle mesure l'angoisse, malgré ce temps domestiqué, peut-être trouve à s'instiller dans le film. Écoutez. C'est la cave à vin qu'il est indispensable de visiter. Alex a la clé sur lui. Il faut la lui prendre. Et de quelle façon? Est-ce que vous n'êtes pas sa femme? Et que dois-je chercher quand j'aurai cette clé? Chercher une bouteille de vin comme celle dont parlait Oupka au dîner l'autre soir. Toutes les bouteilles sont identiques. Comment faire pour trouver la bonne? Vous êtes très intelligente. Quel rôle affreux, Dave. Inutile d'avoir des regrets, c'est trop tard. Écoutez, il faudra que vous persuadiez votre mari de donner une grande soirée. Vous désirez qu'il vous présente à la bonne société, disons, la semaine prochaine. Pourquoi? Parce que vous m'inviterez. Je visiterai la cave. Cette affaire de bouteille m'intrigue. Oh, il est à craindre malheureusement qu'il refuse de donner une soirée à l'heure actuelle. La lune de miel dure encore. Hein. Ne sous-estimez pas vos charmes, Madame Sébastien, vous réussirez. Bonsoir, Dave. Mes hommages. Ça va être très difficile. Pourquoi? Il a l'air nerveux, il ne va pas nous quitter des yeux de la soirée. Oui, sa jalousie est toujours en éveil. Vous avez enlevé la clé de son trousseau? Oui. Espérons qu'il y aura assez de vin, qu'il ne descendra pas en chercher d'autres. Oh, j'aurais dû penser à cela. Il faut y penser. Merci. Je n'aurais pas cru qu'on boirait tant ce soir. C'est un fâcheux contretemps. Est-ce qu'il me surveille? Oui. Allez m'attendre dans le jardin. J'irai vous rejoindre derrière la maison et je vous mènerai jusqu'à la porte de la cave. La soirée est très réussie. Oui, je crois qu'il s'amuse. Tu as tout organisé de façon parfaite, mes compliments.
Je reste à la porte du jardin et je vous avertis si quelqu'un vient. Carole Desbarats et André Labarthe sont les invités des Nouveaux Chemins de la Connaissance à l'orée d'une semaine que nous consacrons à l'angoisse. Et c'est d'Alfred Hitchcock que nous parlons aujourd'hui dans le cadre donc de cette réflexion, cette semaine de réflexion sur l'angoisse. Carole Desbarats, on vient d'entendre donc un extrait des Enchaînés, le moment où Cary Grant et Ingrid Bergman s'apprêtent à visiter la cave à vin, dont Ingrid Bergman a observé qu'elle ne contenait pas que du vin, mais que dans les bouteilles de pommard, il y avait également quelque chose de suspect, dont ils vont découvrir ensuite que c'est de l'uranium. Ils doivent descendre dans la cave, tout ça à l'insu du mari. Or, manque de chance, nous manquons de champagne pendant la fête, et donc on regarde avec angoisse, avec une certaine angoisse, le nombre des bouteilles de champagne diminuer, ce qui évidemment obligerait le majordome à descendre lui-même dans la cave pour retrouver des bouteilles et donc trouver les espions. Est-ce qu'on peut parler à cet instant, puisqu'on est objectivement dans une scène pleine de suspense, est-ce qu'on peut malgré tout ici parler d'angoisse selon vous? Pour moi, oui, parce que ce que vous venez de décrire, c'est ce qui pourrait être résumé dans le scénario, c'est-à-dire ce que Hitchcock lui-même appelait le whodunit, c'est-à-dire le prétexte qui permet de construire un récit qui, lui, va être générateur de peur, voire d'angoisse, si je reprends l'échelle que donnait André Labarthe. Et effectivement, si on se réduit à ça, et filmé par quelqu'un d'autre, c'est juste un petit moment comme ça de pincement au cœur. Or, cette scène est absolument terrible. Vous l'avez raccourci, évidemment, pour les besoins... Pour les besoins de l'émission. L'émission n'est qu'une porte d'entrée vers le film. Je suis bien d'accord, et je sais bien qu'il faut monter, c'est un bel arc au montage. Mais simplement, c'est vrai qu'il faut dire que ce qui se dégage pendant la durée de cette séquence est autre chose que de la peur. C'est-à-dire que, en fait, on dirait que la matière première, c'est la peur, et que le résultat de l'ouvrage d'Alfred Hitchcock, ça pourrait être l'angoisse. Et en particulier, parce que quelque chose a précédé le moment où nous avons les deux protagonistes qui se retrouvent dans le moment où elle dérobe les clés. Non, je pensais même pas à ça, parce que ça c'est vraiment de la peur et du suspense. Oui. On la voit dérober les clés, on a peur que son mari n'arrive. Non, je parle d'un moment magnifique de cinéma, qui est certes très voyant, mais qui est quand même splendide, qui est le moment où une caméra en travelling descendant passe du premier étage jusqu'au dos magnifique de Ingrid Bergman dans une robe, à mon souvenir c'est d'Adrien. Je crois que c'est Adrien qui avait fait ce costume, sur ses mains croisées qui détiennent la petite clé Unica. Et là, il y a, si vous voulez, la force du cinéma, c'est-à-dire que visuellement, nous sommes transportés, au sens même physique et mental du terme, hors de nous. Il y a quelque chose là qui précipite notre émotion, et ça n'est pas que de la peur, et ça ouvre le chemin à une sensation qui va être de plus en plus diffuse. C'est-à-dire que, bien sûr, bon, il va falloir aller chercher des bouteilles, on a peur pour ça. Mais il y a quelque part aussi, évidemment, le rapport entre cette femme qui est adultère, pas tout à fait, quand même, le code c'est par là, mais c'est cette transgression qui est là et cet amour qui existe, et d'un autre côté, le politique et le mari qui est un véritable danger. Donc on flotte entre différents niveaux de peur qui pour moi génèrent l'angoisse. Différents niveaux de peur qui génèrent l'angoisse. Ce que vous dites rappelle d'ailleurs le long plan séquence où on suit le gamin sur son tricycle dans Shining de Kubrick. André Labarthe, vous êtes d'accord avec ça? Sur cette idée-là, oui, assez. Mais là où je suis pas d'accord, c'est que parce que je crois que vous n'avez pas de chance avec Hitchcock parce que c'est quand même le moins radiophonique de tous les cinéastes. Là, par exemple, on n'a même pas le quart du centième de ce qu'est cette scène parce qu'il n'y a pas des images. Or, les images qui ne doublent pas le son chez Hitchcock. Il y a toujours, on entend quelque chose, on voit autre chose, on est toujours dédoublé, voilà. Hitchcock, il travaille à dédoubler un spectateur, il en fait 2 ou 3 qui vont regarder ce film de points de vue différents. Et ça, c'est formidable. Mais là, à la radio, moi, j'ai rien ressenti d'angoissant, là, ou même de peur, là, dans ce que j'ai entendu.
Mais est-ce que devant surtout le film, c'était doublé en plus. et surtout que c'était en français. Alors vous allez voir que l'inconvénient d'être à la radio, c'est un inconvénient rarissime d'ailleurs par rapport à la télévision. J'ai tendance à le penser. Mais en l'occurrence, c'est vrai que l'inconvénient d'être à la radio va atteindre des sommets, André Labarthe, quand on va parler de la mort aux trousses. On n'y est pas encore. Hein. Restons un instant quand même sur les enchaînés et sur le traitement de l'angoisse. À la toute fin des enchaînés, Ingrid Bergman est sauvée. Elle est sauvée, j'allais dire, presque en pleine lumière. Il n'y a pas de... la mécanique, laissons de côté le détail de cette mécanique, mais enfin la mécanique et les enjeux des différents protagonistes fait que elle est immanquablement sauvée, et pourtant on frissonne pendant les 25 pas qu'elle doit faire, flanchante puisqu'empoisonnée, les 25 pas qui la séparent de la porte de sortie. Est-ce que dans le cas de figure où l'angoisse dissiperait finalement l'incertitude, l'angoisse se passerait de l'incertitude qui serait nécessaire à la peur, par exemple, est-ce que si on retient cette définition de l'angoisse, est-ce que vous nous accorderiez, André Labarthe, qu'on est éventuellement dans l'angoisse à la fin des enchaînés? D'ailleurs, c'est une fin qu'il a reprise dans Les Oiseaux. C'est exactement la même fin. On va y venir aussi. Et en effet, en quelque part, il y a autre chose que de la crainte qui passe. Mais ça passe alors là par beaucoup de choses. Ça passe par les acteurs, par le jeu des acteurs. Si là l'acteur est nul, ben voilà, il fera 25 pas, on aura peur, mais c'est tout. Tandis que sur ce qui se passe dans le visage de Bergman, dans l'attitude, sur les visages d'une façon générale, c'est au-delà de la maîtrise propre à Hitchcock dans le traitement de ce genre de scène. On est au-delà. Et là, c'est des petits points, en effet, où pointe l'angoisse, oui, là, vraiment. Carole Desbarats. Juste par rapport à cette question du matériau peur qui peut générer de l'angoisse, je voudrais rappeler quelque chose que les cinéphiles connaissent bien, mais peut-être que les autres auditeurs qui ont moins la pratique d'Hitchcock ne connaissent pas. C'est cette anecdote qui est rapportée par Ingrid Bergman dans ses mémoires, qui dit qu'à chaque fois qu'elle revoit le film Les Enchaînés, qu'elle revoit la séquence de la clé, elle est complètement prise par cette séquence. Pourtant, elle a dû certainement faire beaucoup de prises. Donc elle est elle-même en position Absolument. de spectatrice. Hein. Absolument. Alors il y a d'ailleurs quelque chose d'intéressant dans Les Enchaînés, hein, c'est la position du spectateur à l'intérieur même du film, au tout début du film, puisqu'on a de dos, le film commence par une espèce de soirée décadente qui suit la condamnation du père de l'héroïne, Ingrid Bergman, pour finalement une collaboration avec l'Allemand. Et cette condamnation est suivie donc d'une soirée un peu décadente que donne Ingrid Bergman, et il y a dans cette soirée un homme qui est filmé de dos, c'est Cary Grant, on ne sait pas encore qui c'est, on ne sait pas pourquoi il est là, on ne sait pas qui il est. Il est introduit à tout le monde par la parole d'Ingrid Bergman qui lui annonce comme ça qu'il lui plaît, mais on ne voit pas son visage et on n'entend pas un mot. C'est comme un spectateur à l'intérieur même du film, André Labarthe. Oui, non, je suis tout à fait d'accord. Mais pour reprendre la comparaison, la bombe qui est sous la table, là, sous cette table, je crois que ça, c'est pas un problème d'angoisse. Ça, c'est un problème de pur suspense. Mais par contre, l'angoisse, c'est au moment où la bombe, c'est le personnage lui-même, ou c'est le spectateur lui-même. À ce moment-là, on est habité. Et qu'est-ce que c'est la bombe? C'est le temps. C'est ce fameux temps dont je parlais tout à l'heure à propos du film Lumière, qu'on va retrouver, mais il aura fallu attendre 50 ans pour que le cinéma retrouve, pour moi, ce qui est son essence, c'est-à-dire le temps. Et le temps à l'état sauvage, ça a été, après ce fameux film Lumière, c'est l'Aventura. Pourquoi les gens sortaient à l'Aventura au moment où ça a été présenté à Cannes? Parce qu'ils ne pouvaient pas supporter ce temps. C'était un temps... parce que le temps, c'est insupportable. Voilà, c'est tout. Si c'est pas domestiqué, c'est insupportable. Les gens s'en vont, ils ont raison de partir. Mais il n'empêche que là, à ce moment-là, Antonioni, il a mis le doigt sur quelque chose. On est tous des bombes. La peur est comme une gazelle.
averti par le craquement d'une brindille, ou l'odeur du fauve qui cesse de se désaltérer, redresse la tête et tend l'oreille sans voir encore la lionne tapie tout près. La peur est dans la zone frontière qui sépare l'inquiétude du péril avéré. Quel que soit le danger, c'est quand elle est indistincte que la terreur est indicible. Le redoutable est ce qu'on entrevoit. Avant d'être une porte qui grince, la peur est une porte qui s'entr'ouvre. À l'inverse, absente quand le péril est imperceptible, la peur s'estompe à nouveau quand la menace se concrétise, quand l'issue n'est plus douteuse et qu'il reste soit une lionne bredouille, soit un herbivore au cou brisé, c'est-à-dire le souvenir de l'embuscade. Ce statut particulier de la peur explique peut-être la représentation métonymique du meurtrier que le spectateur reconnaît en général au fait que Hitchcock, par exemple, ne filme que ses chaussures, ou alors une main gantée qui s'approche de la poignée, ou une main qui écarte le rideau de la douche, soit juste assez pour évoquer une présence sans pour autant conjurer l'effroi dans sa représentation complète. Que ce soit d'une ombre ou d'un assassin, du diable ou d'un témoin, c'est le soupçon d'une présence nimbée d'incertitude quant à sa nature qui suscite le spasme panique. Carole Desbarras et André Labarthe sont les invités des Nouveaux Chemins de la Connaissance ce lundi, à l'orée d'une semaine sur l'angoisse. C'est d'Alfred Hitchcock que nous parlons aujourd'hui. Alfred Hitchcock, dont André Labarthe refuse de dire qu'il est un cinéaste de l'angoisse, ce avec quoi Carole Desbarras n'est pas tout à fait d'accord, ce qui nous arrange bien, je dois dire, non seulement parce que vous pouvez ainsi débattre, mais également parce qu'au moins l'une d'entre vous soutient la thèse qui nous arrange à l'orée de cette semaine sur l'angoisse. On va continuer dans ce douloureux parcours de cinéma à la radio, André Labarthe. J'ai prévenu l'auditeur tout à l'heure, on va atteindre là des sommets, puisque c'est de La mort aux trousses qu'on va parler. La mort aux trousses, est-ce à tous égards, La mort aux trousses est-elle à tous égards un film sur la peur ou sur l'angoisse? André Labarthe. Je dois dire que je ressens pas d'angoisse là, dans La mort aux trousses. Je reçois, la peur, le suspense, la succession des plans qui crée un sentiment que le cinéma seul peut atteindre. Mais je crois que l'angoisse, ça n'a rien à voir avec le cinéma, quoi. Avec le cinéma en général. Le cinéma, c'est ça qui est paradoxal, est un art du temps, mais c'est un art qui refuse constamment d'affronter le temps. La non-domestication, la non-domesticabilité. Voilà. Et quand il y a des cas comme ça, en général, ça fait fuir le spectateur. Mais en même temps, dans La mort aux trousses, l'extrait le plus célèbre peut-être du cinéma, le pauvre Monsieur Thornhill, envoyé par un Kaplan imaginaire dans un rendez-vous au milieu d'une plaine désertique, qui tout d'un coup s'aperçoit qu'il est poursuivi par un avion qui lui tire dessus. Pendant de longues minutes, Carole Desbarras, et c'est peut-être là qu'on touche du doigt ce que l'angoisse pourrait être, pendant de longues minutes, on entend un bruit, on ne comprend pas d'où vient ce bruit, on sent une menace, mais on ne sait pas d'où elle vient, si elle va venir d'en haut, d'en bas, d'à côté. Pourtant, il est seul, le gigantisme de la plaine accroît le sentiment de solitude, la petitesse de l'individu, et l'angoisse apparaît à l'instant où l'un des deux personnages qu'il y a, parce qu'un des personnages qui va s'en aller ensuite, observe que l'avion qui tourne autour d'un champ de blé ne verse pas d'engrais sur le champ, mais à côté. Carole Desbarras. Oui, tout à fait. Si vous voulez, ce qui se passe, c'est que, comme nous l'avons dit dès le début de l'émission, la question du savoir du spectateur est essentielle, et en particulier dans cette séquence, puisque nous, spectateurs, savons que c'est un rendez-vous avec la mort. Nous savons que c'est un piège, oui. En vrai, on sait que c'est un piège, oui. Et donc, il est évident que ça modifie tout à fait la perception que nous avons de la moindre chose qui se passe. Donc on s'attend à quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Tout à fait. Malheureusement pour Hitchcock, très vite, les gens ont su que c'était un avion. Et donc très vite, la question de la peur et de la surprise a disparu, ce qui permet de poser encore mieux, me semble-t-il, la question de l'angoisse. S'il doit y avoir angoisse dans cette séquence, et pour moi, il y a angoisse, c'est parce que ça nous renvoie à nous-mêmes. C'est-à-dire que nous savons que quelque chose va venir le menacer. Et il y a cette chose extraordinaire chez Hitchcock qu'il fait passer 3 voitures avant que l'avion n'arrive. C'est-à-dire qu'il met son spectateur dans une position absolument perverse, qui consiste à la 3e voiture... Un mélange d'ennui et d'anxiété. Ah non, mais presque de désir. C'est-à-dire qu'à la 3e voiture, on en est presque à se dire, mais enfin, est-ce que c'est ça qui va le tuer ou pas? Ça commence à suffire, ce qui est quand même très très pervers. Et
le fait que cet homme est en train de tomber dans un piège et qu'il ne sait pas qu'il s'agit d'un creux d'identité est quelque chose qui nous renvoie. Parce que quand même, je voudrais réagir contre André Labarthe, à qui je dois tellement quand même, je vais oser le faire. Oh, voilà bien du préambule, allez-y, non, allez-y, mais je crois que le cinéma a affaire à l'angoisse, et ne serait-ce que parce que à s'enfermer dans une salle noire, en collectif, en ayant payé notre place, je parle du cinéma à l'ancienne, eh bien, nous essayons de donner une nourriture à notre angoisse existentielle de spectateur. C'est-à-dire qu'on essaie d'assigner notre angoisse à résidence pendant 1h30. Et avoir cette espèce de... C'est du côté du spectateur que je me place là. Et avoir cette possibilité de donner du grain à moudre à cette espèce de trou noir qui est en nous est quelque chose qui lie inexorablement cinéma et angoisse. André Labarthe. Oui, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord que ce qu'il y a de génial dans le dispositif lumière, puisqu'il faut l'appeler par son nom, c'est-à-dire entrer dans une salle obscure et puis assister à des images qui se substituent au monde réel. Bon, ça, je suis d'accord que c'est le dispositif qui permet ensuite de parler d'angoisse. Mais c'est pas dans les films, l'angoisse. Mais est-ce que vous c'est le même film au cinéma où vous allez avoir peur. Parce que vous entrez dans une salle noire, etc., vous allez avoir peur. Vous allez Diabolique, par exemple. C'est un grand film, Diabolique de Clouzot. De Clouzot, oui, on avait compris. Et bien, là, je rentre dans sa salle, je vois les Diaboliques sur mon poste de télévision, le même film. Il ne fonctionne pas de la même façon. C'est le dispositif qui permet un fonctionnement qui va pouvoir, on va pouvoir installer de l'angoisse si on veut. Mais à la télévision, qu'est-ce qu'il y a? C'est la crainte du pickpocket dans la salle de cinéma qui accroît le même film, là, le même film. Dans une salle de cinéma, je ne vois que ça. Je suis dans le film. À la télévision, le film, il a besoin de lutter contre la machine à laver, le bouquet de fleurs, tous les instruments qu'il y a autour. Il doit lutter, ce film-là. Si Hitchcock faisait un film télévision, mais il en a fait. Mais son problème, c'est de lutter contre ça, contre cet environnement. Parce que l'écran de télévision, il s'inscrit dans une réalité qui nous échappe jamais. André Labarthe, vous diriez que l'angoisse, c'est ce qui reste quand on a enlevé tous les parasites? Oui, c'est ce qui... il faut revenir à ce premier film des Frères Lumière. C'est ce qui reste lorsque tout disparaît. Et qu'on est affronté à une chose impalpable qui est du temps. Et du temps non domestiqué, à l'état sauvage. Imaginez, chers auditeurs, donc que vous êtes au cinéma, dans le noir, à côté de quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui, si ça se trouve, en veut à votre portefeuille, et que vous regardez La mort aux trousses d'Hitchcock. Voici comment Hitchcock lui-même décrit et revient sur la fameuse scène de l'avion qui pourchasse le pauvre Thornhill. J'avais fait un film Mort aux trousses avec Cary Grant. That film is un rêve. C'est comme un mal rêve. When you dream very real. So you take a dream idea like Mort aux trousses. It's a nightmare. What is nightmare? Cauchemar. You see? And you make it real. The audience are looking at a nightmare. Le public regarde un cauchemar, c'est ça l'intention. Ce qui est intéressant avec Hitchcock, c'est d'ailleurs on vous le doit, André Labarthe, puisque c'est votre DVD, Cinéma, d'où est extrait cet extrait, ce passage. Le public regarde un cauchemar. Il regarde un cauchemar, mais en même temps, par le dispositif que vous avez décrit tout à l'heure, il lui appartient. Oui, il regarde un cauchemar, oui, on peut dire ça, oui. Carole Desbarats. Oui, il faut dire qu'effectivement, là, la force de la voix de Hitchcock est très grande, et je voudrais rappeler ce qui, je pense, André Labarthe a dû avoir
un grand plaisir à filmer, c'est un plan très rapproché sur le visage d'Hitchcock qui sourit avec une gourmandise effrénée à ce moment-là. Je pense que vous avez dû beaucoup vous amuser. Et on sent ce que c'est que la maîtrise. C'est-à-dire le bonheur, la jouissance d'un auteur qui essaie de maîtriser les éléments qu'il met en place pour faire de la direction de spectateur, c'est l'expression que prend Hitchcock, et quelque chose qui apparaît très bien dans cet extrait. Et d'ailleurs, à mon souvenir, André Labarthe s'amuse au montage à faire répéter 2 fois, très proche, peut-être presque en boucle, une expression d'Hitchcock, parce qu'après tout, on monte quand c'est de la belle télévision, comme c'était le cas là, on monte les choses. Oui, et c'est précisément lorsque le cinéaste a tout maîtrisé et que quelque chose d'autre se dégage qu'on peut parler d'angoisse, je pense. Et là, Herman, comme le disait hors micro André Labarthe, le musicien, a à voir avec cette histoire-là. Est-ce qu'on peut parler d'angoisse également dans le fait que le danger vienne d'en haut, vienne du ciel, au sens, alors on pourrait évidemment parler très longtemps de la place qu'occupe le ciel, Dieu ou l'absence de Dieu selon les exégètes dans le cinéma hitchcockien. En l'occurrence, le danger vient du ciel, il commence par un bruit, d'ailleurs c'est vrai que quand un avion traverse le ciel, on entend le bruit du moteur avant de voir l'avion lui-même dans l'immensité du ciel. Est-ce qu'il y a là un élément qui corrobore l'idée de l'angoisse, qui va dans le sens de l'angoisse, le sens d'un châtiment divin comme une métaphore, finalement, André Labarthe? Vous allez dire non, mais dites-nous pourquoi. Non, j'étais en train de penser à autre chose. Moi, j'étais en train de penser que le mot d'angoisse, quoi, inouï, quoi, de Kierkegaard, disons, au siècle dernier, le siècle avant-dernier, et or, à peu près à l'époque où commencent à s'installer les chemins de fer. Oui. Je trouve que c'est une coïncidence étonnante que ce mot, Kierkegaard, et en même temps, on commence à avoir des chemins de fer. Et toute l'histoire du cinéma, c'est au fond, a été précédée. Le cinéma a toujours suivi le chemin de fer, le progrès, de plus en plus de maîtrise, de plus en plus de vitesse. Le cinéma, c'est la même chose. On pourrait en parler en termes des 2 choses. Alors, quelle était la question? J'étais pas sur les chemins de fer, j'étais sur les avions. Le ciel. En l'occurrence, j'étais sur le ciel, le rapport entre l'angoisse et le ciel. Eh bien voilà, on est passé de Kierkegaard à Gabriel Marcel. Et pourquoi pas? Gabriel Marcel reprochait justement à Kierkegaard dans son discours sur l'angoisse de négliger un certain nombre de dimensions, ou en tout cas de l'enferrer. Et Heidegger nous ramène sur Terre, enfin. C'est ce que j'allais dire, voilà. Donc, le ciel dans l'angoisse, Carole Desbarats. Mais écoutez, vous avez cité tout à l'heure le paysan qui regarde l'avion et qui désigne l'avion qui, comme vous l'avez dit, a été uniquement perceptible par le son jusque-là dans le film. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il le désigne dans un grand moment, un motif hitchcockien par excellence, c'est la nature est complètement déviée et c'est de là que vient le mal. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme le fait que Hitchcock le disait que s'il tournait en Hollande, il voulait tourner dans un champ de tulipes, et de préférence dans un champ de tulipes rouge, mais que quand même ça pose un problème pour que le sang tombe sur la tulipe rouge. Et il a tourné en Hollande, il a filmé un moulin à vent, évidemment, il a fait tourner les ailes à l'envers. Ça, c'est le principe, c'est-à-dire qu'il part du cliché pour le détourner. Et là, c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que l'avion va sulfater un homme et non pas la nature. Donc ça vient du ciel, comme dans d'autres films d'Hitchcock, évidemment les oiseaux bien sûr. C'est vrai qu'il nous tend la perche pour qu'on parle de cinéma très profondément catholique, ce dont il est bien sûr très 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 marqué, mais je crois que ce serait réducteur d'en rester à cette expression simplement, quoi, à renvoyer la question du ciel à la question du châtiment divin. Vous avez parlé des oiseaux, Carole Desbarats. Nous y voici, hein. Dans les oiseaux, on est dans l'école, juste avant l'attaque de l'école par les oiseaux, le moment où Tippi Hedren, Mélanie, celle qui en grec signifie la noirceur, la blonde noirceur donc, Mélanie fume une cigarette en attendant que l'institutrice ait fini, et pendant qu'elle fume sa cigarette, on la fume avec elle, d'ailleurs c'est pas très angoissant, c'est plutôt reposant même, et puis insensiblement des oiseaux se déposent sur le portique qui est derrière, et quand la caméra se lève, on découvre une armée d'oiseaux prête à charger les enfants.
André Labarthe, est-ce que l'espace, l'intervalle qui sépare la découverte de la présence des oiseaux, ces oiseaux qui pour l'heure sont immobiles sur le portique, qui ont l'air de discuter entre eux, et le moment où les enfants sortent en courant de l'école et sont littéralement dévorés par les corbeaux, en tout cas attaqués par les corbeaux, est-ce que cet intervalle, non pas l'attaque en elle-même, mais l'intervalle relève de l'angoisse? Dans la mesure où on ne doute pas que l'attaque va avoir lieu. Mais moi, je dirais que l'angoisse, là, il y a quelque chose qui crée de l'angoisse, et je le remarque à ceci, que après avoir vu les oiseaux, et je ne suis pas le seul, on n'a pas le même regard sur les oiseaux. On n'a pas du tout le même regard. Et je me souviens, un jour, j'étais en train de tourner à Hollywood un truc autour d'Orson Welles. On était en voiture, comme ça. Et à un moment donné, on était obligé de ralentir. On ralentissait. Et je regarde sur le côté, je ne sais plus qui c'est, Laszlo Zabo qui me montre du doigt, sur des fils télégraphiques, il y avait des oiseaux qui arrivaient. J'ai dit, on va faire ce plan en même temps. Il y a une espèce de citation, et on a mis un petit peu la ritournelle, là, qu'on entend, pour signaler cette citation. Et c'est vrai que ça, par contre, les oiseaux ont fait que, en moi, habite ce lien entre ces petits animaux-là et l'angoisse. Ça, c'est sûr. Ça, c'est rien de... Je trouve que les oiseaux, c'est l'animal probablement le plus angoissant. On le doit beaucoup à Hitchcock. C'est d'autant plus angoissant qu'il n'y a pas d'aigle dans les oiseaux. C'est des oiseaux domestiques qui chargent. En l'occurrence, ce sont des corbeaux, écoutez. Close that door quickly. What? Please. What is it? Look. We've got to get the children out of here. Shh. All right, children, now quiet. Quiet. Miss Daniels would like to see how we conduct ourselves during a fire drill. I would like you to show her how quiet and obedient you can be. We're going out of school now. I want those of you who live nearby to go directly home. I want the rest of you to go down the hill all the way to the hotel. Now, is that clear? Yes, Melanie? I want you to go as quietly as possible. Do not make a sound until I tell you to run. Then run as quickly as you can. Now, does everybody understand? Yes, all right, John, you lead the way. André Labarthe, pendant que les enfants se font manger les oreilles par des corbeaux. Oui, justement, moi je trouve que là il y a de l'angoisse à cause des oiseaux, mais aussi à cause des enfants. Parce que moi, les souvenirs que j'ai personnels d'école, quand j'étais vraiment enfant, quand on m'envoyait au collège, j'ai été pendant 8 ans dans un collège de jésuites, et le moment où il fallait quitter la maison pour rejoindre le collège, là, pour moi, c'était des moments de pire angoisse que j'ai jamais. J'étais malade à l'idée, on me montait en voiture pour aller après en pension, etc. Donc, pour moi, c'est très lié. Et chez Hitchcock, je sens ça, mais je sens ça un peu... Vous voulez dire que la dévoration des enfants par les oiseaux serait la métaphore du phagocytage de leurs esprits par les jésuites? Mais peut-être, mais à propos de ça, tiens, à propos de cette image-là, dans la scène qu'on vient d'entendre, les enfants courent, etc. Puis on passe au poste à essence. Et à ce moment-là, il y a un plan que je trouve ultra angoissant. Alors oui, c'est un plan les gens se sont réfugiés dans un truc, dans une pièce. Comme ça, ils ont peur. Alors tout est... Et on désigne à ce moment-là Mélanie comme l'origine de tout le mal. Oui, si on veut, mais moi c'est pas ça. Ouais. Je veux dire, cette image-là, pour moi, ça vaut tous les films sur les camps, sur les juifs, tout ça, etc. Je vois dans cette image, j'ai toujours voulu écrire un texte sur cette image, et ça me produit par une sorte de
curieuses métaphores. Il parle d'autre chose. On n'est plus dans la science-fiction, on est dans quelque chose qui a été vécu par des gens, voilà. On n'est pas dans la science-fiction, mais enfin quand même, Carole Desbarats, on est dans une absence de causalité, on est dans un mystère. On est dans un mystère, pourquoi diable les oiseaux de Bodega Bay décident-ils d'attaquer? Alors, on présume que c'est parce que, mais on hallucine les causes, on est obligé de les reconstruire, que c'est parce que la blonde Mélanie donc a enfermé les lovebirds, les inséparables, pour les offrir à un homme qu'elle connaît à peine. On imagine qu'il y a quelque chose de cela, mais Hitchcock ne fait que présenter les choses comme concomitantes. Il ne présente que la concomitance. Il ne dit pas, il n'explique jamais pourquoi les oiseaux attaquent. Est-ce que cette absence d'explication, cette absence de causalité finalement, cette non-causalité, en tout cas il n'y a pas de causalité scientifique, il y aurait peut-être une causalité théologique. Est-ce qu'on est là dans l'angoisse selon vous, Carole Desbarats? Ah, tout à fait. Et les plus beaux films d'Hitchcock, ce sont ceux dans lesquels la causalité est à la fois affichée, c'est-à-dire on vous explique longuement, et là c'est le rôle de l'ornithologue dans le bar, la séquence du bar dont parlait André. Oui, celui Labarthe. qui assène les chiffres, hein, voilà. En expliquant pourquoi il est impossible que les oiseaux attaquent. Et vous savez, l'amour démesuré d'Hitchcock pour les femmes fait qu'il a affublé cette femme d'une allure sévère, puritaine, qu'il a fait condamner d'emblée par le spectateur. Et donc, elle nous inflige une causalité extrêmement complexe à laquelle on ne comprend rien. C'est un peu comme dans les films de science-fiction. Et c'est le système d'Hitchcock. C'est-à-dire qu'il va vous mettre en avant quelque chose par le dialogue qui donne un prétexte causal. Alors qu'en fait, ce qui se passe est ailleurs. C'est-à-dire il bétonne des explications comme dans un film de japonais avec un Godzilla, si vous voulez, où il faut bien expliquer la fin du monde. Mais en fait, ce qui l'intéresse, c'est dessous, c'est de la dentelle. Et ce qui l'intéresse, c'est en particulier, qu'est-ce que c'est que cette chose monstrueuse qui est une femme? Comment fait-on avec les femmes quand elles sont blondes en plus? Alors nous avons 5 jeunes femmes blondes apparemment, d'après ce que vous disiez dans votre équipe technique. Comment fait-on avec ces émissaires du mal? Parce que il y a toujours derrière la blonde et l'émissaire du mal. Oui, ouais. Il y a toujours derrière l'humour d'Hitchcock quelque chose qui évidemment, et là Freud l'a dit bien avant Hitchcock, qui apporte du vrai. C'est vrai que dans ce lieu clos dans lequel on se réfugie toutes ces personnes, qui fait penser effectivement à la claustration, qui peut être celle des camps de concentration, métaphoriquement bien sûr, il y a entre autres non seulement cette jeune femme que nous soupçonnons, en tout cas que Hitchcock nous amène à soupçonner comme étant l'origine du mal, mais il y a également un ivrogne qui prédit la fin du monde, et il y a également quelqu'un qui cite l'Apocalypse explicitement. Donc en fait, Hitchcock joue sur plusieurs niveaux, mais il me semble que ce qui l'intéresse très profondément, c'est comme on a commencé de le dire tout à l'heure, ce qui peut générer l'angoisse au-delà de la peur, c'est les enfants par exemple. Le fait que cette charge des oiseaux contre des humains, elle se porte contre ce qui est censé représenter l'innocence humaine, à savoir l'enfant, d'avant le péché, ou bien ça se porte aussi sur cette femme, puisqu'il faudrait quand même dire qu'à la fin du film, Tippi Hedren est massacrée par les oiseaux. Elle est découpée en morceaux, c'est ce que j'allais vous dire. Elle est dépecée, et ce qui est intéressant, c'est que la caméra, à ce moment-là, pour mimer le dépeçage par les oiseaux, la filme membre par membre. On voit une main, un visage, un pied. André Labarthe. Oui. Oui, à la fin, Mélanie est un peu comme Bergman au début. C'est-à-dire quelqu'un qui est du côté qu'on veut entraîner dans des agissements un peu troubles. Et je trouve que là, alors là, pour le coup, les femmes d'Hitchcock, je crois que pourquoi c'est un grand cinéaste de direction d'acteurs sur les femmes, c'est parce que c'est à cause de sa misogynie. Absolument. Il n'y a que les misogynes qui savent parler des femmes. Parce qu'on voit bien qu'il prend Mélanie pour une salope quand même. Un grand merci, Carole Desbarats, André Labarthe, d'être venu nous parler d'Hitchcock, cinéaste ou non, de l'angoisse, de la peur, c'est certain. Voyez les oiseaux, voyez évidemment La mort aux trousses, voyez les enchaînés, voyez-les tous, c'est magnifique.
On sort de cette émission également avec un mixage tout à fait particulier, un mélange de Twin Peaks et des Corbeaux d'Hitchcock. Ça, c'est l'œuvre de Christine Robert. Bravo. À presque 10h50 sur France Culture, on va retrouver le journal des nouveaux chemins comme tous les jours. Bonjour Adèle Van Rett. Sortie provisoire de l'angoisse, puisque c'est des stoïciens que vous allez nous parler en compagnie de Thomas Benatouil. Oui, justement, parler du stoïcisme pour commencer cette semaine sur l'angoisse ne pouvait pas mieux tomber, puisque le stoïcisme est précisément la philosophie qui se construit contre l'angoisse. Donc peut-être ça aurait présenté une perspective un peu différente que celle qu'on va aborder cette semaine. Le grand mérite de l'ouvrage de Thomas Benatouil, qui est avec nous aujourd'hui, c'est de montrer que le stoïcisme ne se réduit pas à une liberté d'indifférence. Il faut dire de quel livre vous parlez quand même. C'est Les Stoïciens, c'est paru aux Belles Lettres. C'est paru aux Belles Lettres, exactement, et ça sort ce mois-ci. Donc ça, ici, les stoïciens, et c'est plus précisément le stoïcisme impérial et non pas le stoïcisme antique. Et donc vous montrez que le stoïcisme ne se réduit pas à cette distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Donc en quoi est-ce que cette distinction est soit fausse, soit incomplète ? Oui, bonjour, merci. C'est vrai que le stoïcisme en général et même le stoïcisme impérial en particulier sont un peu victimes du succès de l'ouvrage très célèbre d'Épictète qui s'appelle le Manuel, qui n'a pas été écrit par Épictète lui-même, mais qui a été composé à partir de ses enseignements par un de ses disciples qui s'appelle Arien. Et dans le Manuel, il a fait une sorte d'anthologie des meilleurs moments de l'enseignement d'Épictète, et il y a évidemment le premier paragraphe très célèbre avec la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Et on a tendance un peu à réduire l'ensemble de la philosophie d'Épictète et aussi l'ensemble du stoïcisme à cette fameuse distinction. Et on interprète, ça c'est le premier problème. Le second problème, c'est qu'on interprète cette distinction comme une sorte de repli sur ce qui dépend de nous. Et comme selon Épictète, la seule chose qui dépend de nous, ce sont en gros nos pensées, nos jugements, nos désirs. Tout le reste, y compris notre corps, n'en dépend pas. On interprète le stoïcisme comme une sorte de repli sur soi. Oui, c'est ce qu'on peut appeler la liberté d'indifférence. Voilà, et la liberté purement intérieure. C'est la critique fameuse de Hegel dans la phénoménologie de l'esprit. Le stoïcien, c'est celui qui est dans une liberté purement intérieure. Il a la liberté de penser ce qu'il veut, la liberté de désirer ce qu'il veut, mais en fait, ça n'a aucun effet extérieur. Alors, pour le dire en un mot, l'erreur sans doute, c'est de penser que ce repli est une fin en soi. Or, c'est une sorte ce n'est pas un repli au sens strict, c'est plutôt prendre conscience de la base arrière dont on dispose pour agir de manière sûre à l'extérieur. Pour agir de manière sûre à l'extérieur, donc ça peut conduire à la deuxième dimension du stoïcisme, qui est une dimension qui n'est pas très connue, c'est la dimension politique. Et ça peut paraître contradictoire, puisque si d'un côté on privilégie la réflexion sur les choses qui dépendent de nous à l'exclusion de ce qui ne dépend pas de nous, comment est-ce qu'on peut allier donc d'un côté la volonté de s'extraire le plus possible du monde extérieur et de l'autre le fait de proposer une pensée de l'engagement politique qui inclut nécessairement les autres ? Alors la réponse justement, c'est qu'il n'y a pas de volonté de s'extraire du monde extérieur. C'est-à-dire, il y a une volonté de mettre au principe de toutes nos actions la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. C'est-à-dire, il faut toujours avoir conscience quand on agit que ce qui est important, c'est ce qui dépend de nous, et que le reste n'est pas important, mais ça ne veut pas dire qu'on n'agit pas dans les choses extérieures. C'est l'important, c'est d'être prêt pour les moments de crise. C'est-à-dire le moment où l'empereur vous demande de trahir votre parole. Si vous n'avez pas bien conscience que l'important c'est ce qui dépend de vous, c'est-à-dire le fait de rester fidèle à vous-même, vous allez trahir votre parole ou votre. Bon, c'est pour ça qu'il faut mettre la distinction au centre de la pensée philosophique, selon Épictète, selon Marc Aurèle, etc. Mais ça ne veut pas dire que on est toujours, on essaye de s'extraire de la politique. Et effectivement, dans le livre, j'insiste sur la dimension politique du stoïcisme impérial. Bon, parce que elle est importante, parce que chez ces auteurs, d'abord, par exemple, il y a un auteur très peu connu comme Musonius Rufus, qui était le maître d'Épictète, qui a toute une théorie de la royauté, toute une théorie de la cité, de sa constitution à partir de la famille, etc. Donc là, il y a vraiment une philosophie de la société, de la politique. Et puis, évidemment, chez Épictète aussi, il y a des choses. Chez Marc Aurèle aussi, il y a des choses. Et ce qui est intéressant, notons-le au passage, c'est qu'ils ne sont pas sur les mêmes positions exactement. À partir d'une base identique, il y a des divergences. Et c'est intéressant de voir comment le stoïcisme donne lieu à différentes, je dirais, on pourrait dire stratégies politiques, sans pour autant se contredire, en fonction des situations. Quand vous êtes esclave ou quand vous êtes empereur, évidemment,
vous n'adoptez pas la même stratégie politique, ce qui ne veut pas dire que vous opposez forcément sur les principes. Oui, donc on comprend bien que le stoïcisme est une philosophie pratique, donc de l'action, de la mise en œuvre. Et donc c'est ce que vous essayez de montrer, c'est que le terme d'usage, vous prenez le terme d'usage comme fil directeur dans votre livre pour montrer que le stoïcisme ne rejette pas la dimension scientifique et les principes, la logique, tout ça, il ne le rejette pas de leur pensée, mais il les aborde uniquement dans l'optique de leur mise en œuvre. Et donc on a tendance à réduire le stoïcisme à l'éthique, à la pratique, c'est faux. Alors, la question, c'est la différence entre éthique et pratique. C'est-à-dire, on a tendance à réduire le stoïcisme à l'éthique, à la morale, et on dit Épictète, Marc Aurèle ne s'intéresse pas à la physique ou à la logique, qui était très présente dans le stoïcisme hellénistique, le premier stoïcisme. En fait, je pense que l'important, c'est de dire que le stoïcisme impérial s'intéresse à la pratique. Mais la pratique, ça peut être la pratique morale, ça peut être la pratique de la logique, ça peut être la mise en œuvre de la physique. Donc, ce n'est pas une philosophie qui se réduit à un prêche moralisateur, parce que dans l'enseignement pratique des stoïciens, il y a non seulement mise en œuvre des principes éthiques, des règles éthiques, etc., mais il y a aussi toute une logique, tout un usage de la logique, tout un usage de la physique pour guider l'action quotidienne. Voilà, il ne rejette pas la logique en tant que telle, mais son abstraction. Voilà, c'est ça, c'est ça. Mais vous trouvez des critiques d'Épictète à l'égard de l'apprentissage de la logique comme quelque chose de purement théorique, mais vous trouvez l'équivalent à l'égard de l'apprentissage de l'éthique comme quelque chose de purement théorique. Si vous apprenez l'éthique que comme un débat entre des positions écrites dans des bouquins, Épictète vous dit vous ne comprenez rien. Donc le problème, c'est pas la différence entre éthique d'un côté et physique ou logique. Le problème, c'est la différence entre théorie prise comme une sorte de fin en soi et mise en œuvre de la théorie. Voilà, mise en œuvre qui passe aussi par un enseignement. Il y a un aspect très important aussi du stoïcisme que vous montrez dans votre livre, c'est la forme du discours stoïcien. Il faut rappeler que la plupart des ouvrages de ces auteurs ont été perdus. On ne les connaît que parce que d'autres en ont dit. On connaît les écrits de Marc Aurèle par le journal qu'il tenait. Et ce journal est remarquable, entre autres, par son style. C'est un style très vivant et très pédagogique qui révèle toute une conception de l'enseignement philosophique. Oui, effectivement, c'est là encore, je parlais tout à l'heure un peu du manuel d'Épictète qui occulte un peu le reste du stoïcisme impérial, voire de tout le stoïcisme. C'est vrai que le manuel, bon, c'est une anthologie, c'est très intéressant de voir comme ça la philosophie concentrée dans un petit nombre de textes, mais enfin, ça efface d'autres choses. Et quand vous lisez les entretiens d'Épictète, vous voyez tout un enseignement de type socratique avec quelqu'un qui parle un langage ordinaire, qui passe son temps à invectiver, à prendre des exemples très triviaux, très ordinaires, etc. C'est vraiment, je veux dire, il y a un style d'Épictète qui est vraiment impressionnant et qui sans doute, qui est très rare dans l'histoire de la philosophie sous certains aspects. Il n'y a que Nietzsche qui fait cet effet-là. Je veux dire, c'est vraiment un philosophe qui vous prend aux tripes et qui ne vous laisse pas dans une simple position de lecteur où vous prenez connaissance de ce qu'on vous raconte en vous demandant si c'est vrai ou faux, quoi. Il vous demande vraiment de vous impliquer. Et chez Marc Aurèle, le style est complètement différent, mais il y a aussi quelque chose de très important et c'est capital pour l'enseignement, pour pratiquer les principes. Il faut en être persuadé et donc il faut que le style vous touche. Que le style nous touche. Merci Thomas Benaïtoul. Donc je rappelle le titre de votre ouvrage, Les Stoïciens, Musonius, Épictète et Marc Aurèle, qui est paru aux Belles Lettres ce mois-ci. Et sinon, dans les librairies, Adèle ? Alors ce mois-ci, on trouve le dernier livre de Giorgio Agamben, dont ce livre rappelle l'un de ses derniers livres qui s'appelait Profanation, qui était sorti en 2005 et qui mêlait déjà littérature et philosophie. Nudité, c'est le titre de ce recueil. C'est un recueil de textes de nature différente, à la fois la retranscription de séminaires, mais aussi des essais et des textes de forme un peu plus littéraire. Ces textes tournent autour d'un seul thème, d'une thématique, qui est celle du désœuvrement. Le désœuvrement non pas comme oisiveté ou comme paresse, mais comme paradigme d'une nouvelle politique, nous dit Giorgio Agamben, comme action humaine exemplaire. Et donc cette thématique du désœuvrement est abordée à travers ces différents textes par le thème de la fête, notamment, qu'il met en relation avec le phénomène de la boulimie, mais aussi la biométrie, le contemporain, l'identité, et donc surtout autour du corps. Donc Nudité de Giorgio Agamben, c'est paru à la bibliothèque Rivage ce mois-ci. Le désœuvrement qui n'est pas la vertu cardinale des nouveaux chemins de la connaissance. Un grand merci à tous, à Carole Desbarras et André Labarthe pour cette plongée dans l'œuvre d'Hitchcock, à Thomas Benatouil pour son travail sur le stoïcisme, à Claude Ventura, le père
père d'Avril, dont nous avons utilisé l'émission Cinéma à Avril Ventura, la fille de Claude, l'Aventura des nouveaux chemins de la connaissance, un ange blond qui chaque semaine sélectionne les textes et prend en charge le versant littéraire de cette émission. Rendez-vous demain d'ailleurs pour la suite de cette semaine sur l'angoisse. Nous parlerons de Heidegger et plus particulièrement du paragraphe 40 de Être et Temps, un texte prodigieux. L'émission d'aujourd'hui enfin est dédiée à l'ami Ali Badou. Ali Badou qui, depuis qu'il a quitté les matinales, avoue qu'il se réveille désormais à l'heure des nouveaux chemins. Bonjour Ali donc et bon réveil à toi, tu ne l'as pas volé. 10h59 sur France Culture. Dans un instant, question d'époque.